Selkez. Il a étudié ça pendant 25 ans et ils ont vu des résultats absolument étonnants avec un taux de mortalité vraiment extrêmement réduit par maladie cardiovasculaire et en même temps, effectivement, il y avait moins de cancers et moins d'autres maladies chroniques. Après, il y a eu de multiples études qui ont montré effectivement l'impact très intéressant de ce régime méditerranéen dans plein de maladies. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. La santé est dans l'assiette. Et je reçois un pilier de l'émission aujourd'hui. C'est le docteur Martine Cottina. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je ne suis pas une pilière. Hein. Merci de me recevoir pour transmettre la bonne information. Oui, pour parler de la bonne parole. Voilà, porter des messages positifs. Manger des choux. Pas que ça. Non. Les choux ont changé de nom. C'est plus des crucifères maintenant. Ils font partie de la famille des brassicacées. Ah, c'est facile. Brassicacées. Voilà. Qui c'est qui a décidé de ça ? Ce sont nos scientifiques. D'accord. Et mais puis dans lequel on a associé aussi, parce que c'est des nouvelles classifications qui englobent différents végétaux, et donc en fonction de leur ressemblance au niveau génétique, etc. Et donc en tout cas, les radis, la roquette fait partie aussi de ces brassicacées. Donc c'est intéressant. Parce que comme on le verra peut-être tout à l'heure, c'est tellement important de les manger crus. Et de manger les fans surtout. Manger les fans, parce que c'est là où il y a encore le plus de bons nutriments. Exactement. Je lis trop vos livres, Martine. Mais manger du chou, c'est à chaque fois que je mange du chou, je pense à vous. Hein. Ah c'est bien. Parce que ça permet d'avoir un ventre plat. Mais c'est tellement bon le chou cru, les gens n'imaginent pas. Hein. Ils ont toujours l'impression qu'il faut le cuire, alors que finalement, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Al dente. Cru, carrément. Mais le chou de Bruxelles, c'est bon al dente. Oui, aussi. Bon, c'est pas le sujet de l'émission. Non. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue, vous êtes formé à la nutrition et la micronutrition, vous êtes spécialiste du reflux gastro-œsophagien et du microbiote, et vous publiez « Je soigne presque tout avec le régime méditerranéen » chez Thierry Soucard. Vous avez été passionné par cette histoire de l'alimentation méditerranéenne, et en plus, c'est votre région, donc ça tombe bien. Exactement. Donc je me suis passionnée parce qu'en fait... comme je travaille beaucoup sur l'importance de l'approche nutritionnelle dans les maladies digestives et que quand je fais des recherches dans les publications internationales, je me rends compte que ce régime méditerranéen, il a été décrit comme bénéfique dans la plupart des maladies digestives, comme le reflux, comme les maladies inflammatoires du côlon, etc. Donc je me suis vraiment intéressée de près à ce régime. Et puis je suis tombée dedans parce qu'en fait l'histoire est tellement passionnante que... Ça tombe bien, je vous ai invité pour nous raconter cette histoire. Alors s'il n'en reste qu'un, ce serait celui-là. Il est considéré comme le meilleur régime du monde. Et là, tout le monde est d'accord. Oui, pour une fois. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'a inscrite en 2010 dans la richesse du patrimoine mondial. Et en 2019, une commission gérée par des experts internationaux de renommée mondiale l'a reconnu comme le modèle universel d'alimentation saine. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de régime méditerranéen, alors que finalement le mot régime, tout à fait. C'est plutôt un style de vie, non ? Exactement, on devrait dire modèle alimentaire méditerranéen ou alimentation méditerranéenne. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que dans les publications, il apparaît davantage sur le mot régime méditerranéen que effectivement alimentation méditerranéenne. Donc, en fait, on a repris le nom scientifique utilisé, mais c'est vrai que c'est pas un régime du tout, puisqu'en fait, il est extrêmement varié, il est très savoureux. Enfin, donc c'est pas un régime dans le au sens terme restrictif. Ouais, voilà, exactement. C'est un modèle alimentaire. C'est un modèle étonnant. Et comme vous dites, effectivement, c'est rare que tous les chercheurs du monde entier soient d'accord sur ce fait. Et en plus, tout le monde nous l'envie, ce régime méditanéen. Il est envié de tout le monde qui Pourquoi veut... nous l'envie Il est pas à nous. Oui, mais ils se l'approprient. C'est-à-dire ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'ils vont l'adapter à leur région pour offrir des bénéfices intéressants à leur population. Et c'est très, très bien. On en est ravis. Alors, qui sont ceux qui ont contribué à le populariser ? J'étais en train de discuter avec vous avant l'émission, mais je disais, alors comment... Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on parlait du régime crétois, qui était la panacée universelle à l'époque, et puis aujourd'hui, c'est devenu le régime méditerranéen. Qui c'est qui l'a imposé sur la place publique ? Alors, en fait, c'est venu tout au départ après la Seconde Guerre mondiale.
le gouvernement crétois demande à la Fondation Rockefeller, qui est une fondation caritative, d'étudier l'état de santé de la population crétoise. Et donc, toute une équipe de chercheurs se rend chez les Crétois et étudie le mode de vie, leur mode alimentaire et leur état de santé. Mais pourquoi chez les Crétois ? Pourquoi ils étaient partis ? C'est parce que le gouvernement crétois a demandé cette enquête. Et puis en plus, ils étaient quand même un peu surpris que cette population allait quand même bien et qu'il y avait quand même un taux de longévité intéressant, etc. Donc ils avaient quand même constaté quelque chose au départ. Voilà, exactement. Ouais. Et donc... quand l'étude est faite sur place pendant au moins une dizaine de jours, donc une étude assez complète, et quand les chercheurs rentrent et ils comparent les résultats, par exemple avec les Américains, ils se rendent compte que, aux surprises, les Crétois mangent aussi gras que les Américains, mais pas du tout le même gras. Et par contre, leur état de santé était excellent, rien à voir avec l'état de santé de la population américaine. C'est comme ça que l'histoire a commencé, qu'on s'est rendu compte de l'importance de cette alimentation méditerranéenne sur la santé en général et la longévité notamment, par exemple. Voilà. Alors, par contre, quand les chercheurs interrogeaient les Crétois, chose intéressante, les Crétois, ils se plaignaient de ne pas pouvoir manger autant de viande, autant de produits laitiers, etc., c'est-à-dire des produits industriels, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'était des gens assez pauvres, mais par contre, comparativement, cette alimentation étiquetée d'alimentation de pauvres par les chercheurs, c'est une alimentation étonnante et qui donnait des résultats fabuleux sur la santé. Donc ils étaient en bonne santé, et ça se voyait. Et ça se voyait. Ouais. Alors il faut dire qu'ils étaient très actifs, qu'ils allaient au champ, qu'ils travaillaient, etc. Voilà. Ils n'avaient pas le même mode de vie sédentaire que les gens ont actuellement. C'est sûr que c'est pas du tout la même histoire. Alors, vous racontez cette histoire dans votre livre, et puis arrive donc le deuxième maillon de la reconnaissance du régime méditerranéen. Ansel Keys, qui est un chercheur américain qui tombe fou amoureux de l'Italie, et il s'installe en Italie, il est surpris par la bonne santé des pêcheurs, pauvres pêcheurs qui vivaient autour de lui, et il se dit, il faut faire une belle étude, et une étude qui va comparer la santé cardiovasculaire, parce qu'il s'était intéressé à la santé cardiovasculaire, dans les populations, au niveau de plusieurs types de populations. Et donc, il a étudié ce risque de mortalité par maladie cardiovasculaire dans 7 pays, dont bien sûr, la Crète. Alors, les États-Unis, la Finlande, la Hollande, le Japon, l'Italie, il y a la Yougoslavie, la Grèce, Corfou et la Crète. Voilà. Et il a vérifié, et il a étudié ça pendant 25 ans, et ils ont vu des résultats absolument étonnants, avec un taux de mortalité vraiment extrêmement réduit en Crète, donc un taux de mortalité par maladie cardiovasculaire, et en même temps, effectivement, il y avait moins de cancers et moins d'autres maladies chroniques. Et donc voilà, donc là, à partir de là, on a vraiment montré l'importance de ce régime méditerranéen dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça, c'était une première en fait au niveau scientifique. Scientifique, et c'était prouvé. Et alors, après, on a vu les vertus du régime méditerranéen sur beaucoup d'autres pathologies. Voilà, après, il y a eu de multiples études qui ont fleuri dans le domaine médical, dans plein de domaines, et qui ont montré effectivement l'impact très intéressant de ce régime méditerranéen dans plein de maladies, que ce soit des maladies neurodégénératives, que ce soit des maladies, quelles que soient les maladies, on trouvait des résultats intéressants, même la prévention des fractures, la prévention de l'ostéoporose, etc. On trouve de tout maintenant. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que c'est un régime, un mode alimentaire, on va dire, qui vraiment protège la santé en général. L'étude de Lyon, là aussi, pareil, plus proche de nous. Alors, plus proche de nous, parce qu'effectivement, c'était à Lyon. C'était fait par 2 cardiologues, dont Michel Delorgeril, qui est quand même assez connu, et qui a écrit ses bouquins sur le cholestérol. Et donc, effectivement, qui ont montré qu'un régime méditerranéen à la crétoise, c'est-à-dire enrichi en oméga 3, protégé du risque des maladies cardiovasculaires, mais d'une manière considérable. Ils ont été obligés d'arrêter l'étude tellement ils avaient des résultats différents dans le groupe qui mangeait crétois par rapport au groupe. Ils avaient pris deux groupes de personnes qui avaient fait un infarctus. Exactement. Et ils leur ont donné deux styles d'alimentation différentes, dont un qui était méditerranéen. Et l'autre qui était le régime à la mode à l'heure actuelle, c'est-à-dire la margarine oméga 6. Enfin,
c'était ce qu'on conseillait à l'époque. Voilà, donc là, encore une fois, validé scientifiquement. Voilà. Et puis après, il y a eu des tas d'études, hein, aussi bien sur le cancer, dans plein de domaines. Il y a énormément de méta-analyses, hein, comme vous dites, sur Alzheimer. Voilà, sur la longévité, sur plein d'autres domaines. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de transmettre ce message pour que ce mode alimentaire soit bien respecté et soit considéré. Et puis même, on va en parler plus tard, mais ça va bien plus loin que la santé de l'homme puisque ça va jusqu'à la santé de la planète. Et une planète heureuse, ça fait un homme heureux. Oui, parce qu'en fait, la santé de l'homme influe la santé de la planète et inversement. Donc, on ne peut pas imaginer un homme sain sur une planète malade, c'est pas possible. Bon, Martine Cottina, est-ce qu'on peut manger méditerranéen à Paris ? Bien sûr. Alors, on peut manger comment on fait ? Parce que vous devez m'expliquer. Parce que vous expliquez qu'en fait, il faut manger locavore, il faut manger donc des produits de la région. Locaux, voilà. Alors, vous avez des fermes qui sont... Peut-être à Paris, c'est un peu moins facile, mais vous avez des AMAP quand même, plein d'AMAP qui proviennent de producteurs locaux. Donc, on va effectivement peut-être pas avoir les mêmes produits à la même époque, parce qu'on a l'avantage d'avoir le soleil et la chaleur un peu plus qu'à Paris, par exemple. Dans le Var. Hein, dans le Var, voilà, un peu plus. Donc, effectivement, on aura les légumes un peu plus les fruits un peu plus précoces. On n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes, mais de toute façon, voilà, vous avez votre production. Vous avez, par exemple, plus d'endives que nous. Nous, on n'a pas vraiment les endives dans notre région. Donc, vous allez prendre les produits de votre région. Et ça va être bénéfique. Et on va quand même appeler ça le régime méditerranéen. Exactement. Parce que pour moi, les endives, c'est pas méditerranéen. Exactement. Exactement. C'est pour vous dire que le régime méditerranéen, c'est un modèle alimentaire qu'on peut appliquer partout, dans tous les pays. Et donc, effectivement, en Espagne, en Italie, c'est facile. Mais dans d'autres pays plus froids, comme par exemple la Finlande ou la Hollande, etc., vous pouvez aussi l'appliquer. Il suffit juste de l'adapter par rapport aux productions locales. Et encore. Et puis tout le mode de vie qui va avec ce régime méditerranéen, c'est-à-dire toute cette ambiance conviviale, tous ces repas partagés, toutes ces comment on peut dire, conservation des traditions, et puis justement on se les partage, etc. C'est tout un modèle en fait qui est intéressant. Voilà, votre santé naturelle, et tout va bien quand le docteur Martine Cottina est avec nous. Vous êtes, je le rappelle, gastro-entérologue et vous publiez Je soigne presque tout avec le régime méditerranéen, chez Thierry Soucard. Il y a quelques années, vous avez compris que finalement on pouvait soigner plusieurs pathologies grâce à l'alimentation, et c'est vrai avec le régime méditerranéen. Exactement. Quand je me suis intéressée aux différentes maladies digestives, je me suis rendu compte que le régime méditerranéen permettait effectivement d'améliorer beaucoup de pathologies digestives. Et donc, c'est comme ça que j'ai plongé un peu dans cette littérature pour essayer de mieux comprendre. Et c'est vrai que c'était tellement passionnant que... Alors, vous êtes retourné à l'école, alors que vous aviez quand même vous aviez quelques années de pratique. Hein. Oui. Donc, il a fallu peut-être réapprendre ou désapprendre. Ça, c'était au tout début. Ça. C'est au départ, quand je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation dans les maladies digestives. C'est vrai qu'il a fallu me replonger dans la nutrition, la biochimie, toutes ces matières fondamentales, la micronutrition, la phyto, l'aroma, effectivement, pour essayer de mieux comprendre et mieux aider les patients, c'est sûr. Oui. Même par exemple, ne serait-ce que maîtriser les aromates, voilà, c'est une science. Hein. Ah oui, mais c'est passionnant, effectivement. C'est vraiment intéressant, tout ce qui est aromates, herbes sauvages, qui étaient vraiment très pratiquées, notamment en Crète. Hein. Ils ramassaient beaucoup les herbes sauvages, comme le pourpier. Et donc c'est sûr que j'incite les gens à apprendre à mieux connaître ces plantes sauvages qui sont dans notre environnement, comme les pissenlits, le pourpier, enfin vous en avez pas mal, et qui sont très très riches en nutritionnels, rien à voir avec nos salades par exemple. D'ailleurs, il y a des recettes dans votre livre. Il y a des recettes. Vous parlez de pissenlit, mais il y a une recette à base de pissenlit. Ah oui. On n'en trouve plus comme avant, on les trouvait, c'était dans la nature, c'était sauvage. Maintenant, c'est compliqué, ça vaut un bras, les pissenlits. Oui, c'est vrai que c'est moins facile. Le pourpier, on en trouve plus facilement, notamment chez nos producteurs locaux, parce qu'en fait, souvent, ils ne les ramassent pas, ça pousse entre leurs lignes de légumes.
Et donc, ils nous les offrent gentiment la plupart du temps. Donc, c'est facile d'accès. Le pourpier est très facile. Voilà. En plus, il se rebouture. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'avez... Vous n'êtes pas obligé de consommer, vous consommez pas les grosses tiges, vous les remettez dans l'eau, ça fait racine et vous les replantez dans un petit coin de terre ou même dans un pot et vous avez du pourpier. Ça pousse très bien en pot. Très présent dans la nature et gratuit, le tartare d'ortie aux fleurs de basilic. Oui, très bien, ouais, effectivement, l'ortie fabuleux. Alors là, dans les régions du Nord, vous avez plus de chance encore que nous parce que chez nous, l'ortie, elle a du mal un petit peu à bien pousser parce qu'elle a besoin d'eau et de fraîcheur. Donc, c'est très facile de faire des super tartares d'ortie. C'est vraiment très, très bon et très riche. Alors, on parle du régime méditerranéen, mais on devrait dire les régimes méditerranéens, parce qu'en fait, il y a autant de régimes que de pays autour de la Méditerranée, y compris les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, on parle effectivement du régime méditerranéen, mais... En fait, ça englobe tout cet ensemble de régimes méditerranéens qui, en fait, ont des points communs et qui fait qu'effectivement, on l'a englobé sous le terme de régime méditerranéen. Par exemple, le couscous, c'est formidable. Ah, l'association couscous pois chiches ou couscous fèves, effectivement, c'est très intéressant parce que ça offre des protéines parfaites et donc on est en protéines végétales qui est très intéressante et qui correspond à notre base végétale qui est recommandée dans le régime méditerranéen. Est-ce que je trahis un secret si je répète devant tout le monde que vous avez dit que ça n'avait pas été inclus dans l'enquête parce qu'il y avait trop de friture ? Non, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait... Au départ, le Maghreb n'avait pas été mis dans les études parce que ça ressemblait pas tellement aux autres pays à cause effectivement du type de cuisine qui était plus grasse, etc. Mais voilà, c'est un peu une anecdote, quoi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est du bon gras, en fait, aussi. Alors après, voilà, il faut se méfier quand même des fritures. Voilà, moi, je me méfierais quand même des fritures. Il faut quand même limiter l'accès. Il faut diminuer quand même un peu les fritures. Il faut quand même essayer de respecter le plus possible cette huile qui est extraite à froid et de la mettre plutôt en fin de cuisson et de la protéger parce qu'en fait, c'est une huile tellement fabuleuse et tellement protectrice pour la santé qu'il faut réserver la friture pour les jours de fête. Bien. Alors, quel est le principe du régime méditerranéen? Vous le faites sous la forme d'une pyramide. Voilà, on parle de la pyramide méditerranéenne, c'est-à-dire qu'à la base, vous avez une grande base de végétaux qui correspond à 80% de la consommation végétale. Donc, c'est-à-dire qu'il comprend les fruits, les légumes secs, type pois chiches par exemple, les oléagineux, type noix, amandes, et les céréales complètes qui étaient à l'époque complètes et qui sont maintenant de plus en plus raffinées. Auquel il faut rajouter, bien sûr, notre belle huile d'olive d'origine méditerranéenne. Alors, l'huile d'olive, c'est pareil. Alors, l'huile d'olive, c'est comme le régime méditerranéen. Tout le monde dit c'est bon, mais on sait. Alors, c'est bon pour la santé. On ne sait pas pourquoi c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qui, dans l'huile d'olive, fait que c'est bon pour la santé, Martine Pétain ? Alors, c'est bon pour la santé parce que ça contient beaucoup de types d'acides gras protecteurs de type oméga 9, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi dans l'amande, par exemple, ou dans la noisette. Mais en plus, ça contient un tout petit pourcentage, mais de molécules hyper intéressantes, que sont des molécules antioxydantes, dont par exemple l'hydroxytyrosol, etc. Enfin, des molécules hyper intéressantes qui jouent un rôle antioxydant, anti-inflammatoire et qui vont protéger notre santé. Donc ça, c'est propre à l'huile d'olive. Oui, d'accord. C'est propre à l'huile d'olive. Alors, moi j'ai lu dans votre livre, je ne sais pas si j'ai mal lu, mais que plus on en buvait et mieux c'était pour la santé. Alors bien sûr, Est-ce que j'ai pris mes rêves pour des réalités ? Bien sûr, vous n'allez pas boire un litre d'huile d'olive pour améliorer votre santé. Parce qu'en fait, il faut quand même respecter une certaine dose. C'est-à-dire que 4 cuillères à soupe par jour, c'est ce qui est conseillé dans le régime méditerranéen, à condition que cette huile d'olive représente la matière grasse principale du régime méditerranéen et qui n'est pas effectivement du beurre, du fromage, de la viande, etc. en quantité importante à côté parce qu'à ce moment-là, effectivement, vous consommez trop de graisse. Donc, si c'est la matière principale, la dose conseillée, c'est 4 cuillères à soupe par jour au minimum. Mais c'est vrai qu'actuellement, comme on sait que les Français sont carencés en oméga 3, on a tendance à leur dire, attention, il faut consommer aussi de l'huile de colza parce que l'huile d'olive ne contient pas d'oméga 3 ou tellement peu que voilà, c'est négligeable. Donc,
Donc, effectivement... On fait moite-moite. On fait moite-moite. On fait 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, sauf si les oméga 3, on les récupère par le biais des petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, etc., qu'on peut intégrer dans l'alimentation. Et à ce moment-là, c'est vrai que le jour où on mange des aliments de type oméga 3 ou des noix, on peut augmenter l'huile d'olive et diminuer l'huile de colza, bien sûr. Et vous dites, attention, on peut effectivement avoir 2 huiles, une huile de consommation et une huile de cuisson. Voilà, alors l'huile de cuisson, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir la même qualité supérieure pour l'huile de cuisson et l'huile de consommation dans les crudités, dans les plats crus, etc. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de préserver au maximum les qualités nutritionnelles de cette huile extraite à froid. Et donc, c'est mieux de la mettre en fin de cuisson. Si par exemple on a fait une petite cuisson vapeur ou si on a fait une petite cuisson à l'étouffée, on peut en mettre un tout petit peu au départ et puis après à la fin de la cuisson en rajouter pour justement conserver les qualités nutritionnelles de cette huile merveilleuse. Bien. Donc ces végétaux qu'on va consommer, c'est pas des végétaux qui viennent forcément de la Méditerranée. On peut adapter encore une fois cette version avec l'endroit auquel on se trouve. Exactement. C'est un modèle et donc ce modèle, on peut l'expatrier partout. C'est-à-dire il suffit effectivement de prendre de la production locale de végétaux autour de nous et d'utiliser les AMAP, les producteurs locaux, etc. Parce que quand on utilise ces circuits courts, ça nous permet d'avoir des végétaux qui sont de meilleure qualité nutritionnelle parce qu'ils ont moins voyagé. Ils ont été ramassés la veille, hop, le lendemain ils se retrouvent dans votre panier. Et c'est quand même une meilleure qualité. Alors, sur les autres étages de votre pyramide, Martine Cottina, qu'est-ce qu'il y a ? Sur les autres étages, on va retrouver petit à petit les produits animaux, les poissons, et puis après les viandes, et puis après les sucres, les gâteaux, les sucreries, les produits ultra transformés, tout en haut de la pyramide. Cela était très peu consommé à l'époque dans ce régime méditerranéen traditionnel. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la pyramide est en train de s'inverser, quoi. Alors, les produits animaux, donc le poisson, vous dites, c'est pas tous les jours. Mais non, c'est pas tous les jours. C'est pas parce que c'est bon encore une fois, c'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'il faut manger tous les jours du poisson. Alors là, voilà, donc j'inclus dans ce régime méditerranéen aussi les recommandations de nos instances nationales, comme l'ANSES par exemple, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui conseille de ne pas dépasser 2 poissons par jour, 2 poissons par semaine, un poisson gras, un poisson maigre, tout simplement parce que la mer est polluée et donc il faut tenir compte de cet inconvénient pour aussi conseiller la population pour s'adapter à l'époque où on vit, quoi. Voilà. Même si on prend des poissons... Alors oui, c'est mieux de prendre les petits poissons qui sont effectivement moins riches en métaux lourds, donc c'est mieux de prendre des petits poissons que des poissons gros de fin de chaîne qui sont effectivement plus riches et plus chargés en ces métaux. Alors quelle place pour la viande ? La place pour la viande, c'est effectivement ça a été vraiment sujet à caution dans la littérature et c'est vrai qu'il faut limiter la viande, préférer la viande blanche à la viande rouge, la limiter. Alors après, les conseils de recommandation sont très différents selon l'origine. C'est vrai que le PNNS, c'est 500 grammes par semaine. C'est déjà beaucoup. C'est quoi le PNNS ? Programme National Nutrition Santé. Et donc, c'est vrai que les recommandations nationales, c'est plutôt 500 grammes, de pas dépasser 500 grammes par semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut les consommer. Mais là, on parle de viande rouge ou de viande blanche ? Viande rouge. De viande rouge. Ouais, de viande rouge. Ouais. Et donc, mais effectivement, ça ne correspond pas du tout à la consommation qui était pratiquée dans les pays méditerranéens quand on a fait toutes ces études de protection. Et donc, c'est vrai que les recommandations maintenant des experts nationaux, internationaux, etc., qui vraiment s'intéressent à la santé individuelle et à la santé de la planète, disent qu'il ne faudrait pas dépasser 100 grammes par semaine, quoi. Donc, ça veut dire quoi ? Une viande par semaine. Donc, voilà, il faut mettre la pédale douce un peu sur la viande rouge. Disons qu'il faut varier. Il faut utiliser la viande blanche, un peu, la viande rouge un peu moins, la charcuterie encore moins, puisque maintenant, vous savez que c'est classé par l'OMS comme cancérigène certain. Donc voilà, il faut être prudent avec tout ça. Et puis du poisson, et puis de l'œuf, etc. Enfin, là, on parle de la charcuterie industrielle. Hein. Oui, bien sûr. On ne parle pas de la charcuterie qui est faite par des petits artisans. Voilà. Oui, mais bon, on est quand même en acide gras saturé, donc voilà, il faut quand même faire attention. Voilà.
Donc, non, je parlais limiter. du côté cancérigène certain voilà, de charcuterie. Mais il faut limiter quand même, voilà. Il faut pas, parce que c'est quand même des acides gras saturés, même si c'est des bons acides, même si c'est des bons produits, quoi. Alors on pourrait en parler des heures du régime méditerranéen, mais de l'huile d'olive, du pain. Vous parlez très peu du pain en fait dans votre livre en fait. Alors le pain, si, j'en parle un petit peu quand même. Ouais, j'en parle un petit peu, mais c'est sûr que le blé a beaucoup évolué par rapport aux époques anciennes, et donc il a été beaucoup hybridé, et le blé s'est transformé, il est beaucoup moins bien supporté maintenant actuellement, et moi dans les maladies digestives, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec la consommation de blé, et donc qui ont dû recourir par exemple aux céréales ancestrales, type par exemple petite épeautre, qui sont beaucoup mieux tolérées, notamment par exemple dans le reflux gastro-œsophagien et dans d'autres pathologies, intestin irritable, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Alors là, on est plus à l'échelon individuel, vous voyez, chacun est différent et il faut s'adapter, quoi. De toute façon, ce n'est pas les bases de l'alimentation et du régime méditerranéen. Il y a un petit peu. Si, oui, il faisait du pain quand même, voilà. Mais c'était tellement varié, en fait. Je crois que c'est un peu le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens mangent toujours un peu pareil. Et puis, ils mangent vraiment beaucoup de blé, beaucoup de gluten qui est intégré, de blé moderne qui est intégré dans l'alimentation sous forme de pain, de sandwich, de pizza, de gâteau. Et donc, je pense que c'est sûrement un excès qui fait qu'effectivement, ça n'arrange pas la situation physiologique des patients, quoi. Alors, on parlait avant la pause des produits laitiers. Bon. Quelle est votre position par rapport aux produits laitiers ? Alors, les produits laitiers, d'abord, les recommandations nationales, elles ont changé au fur et à mesure des années. Et donc, à l'époque, il y a quelques années, c'était 3 produits par jour qui étaient conseillés. Et là, maintenant, vous avez vu, c'est passé à 2. Donc, on conseille de ne pas dépasser 2 produits laitiers par jour. Voilà. Je pense que souvent, les patients en mangent de trop. Donc, il y en a, moi j'avais des patients qui en mangeaient 5-6 par jour. Donc, c'est beaucoup. Donc, je pense que quand on en consomme, c'est un choix, mais quand on en consomme, il faut rester raisonnable. Après, il faut avoir conscience que dans les produits laitiers, il y a 2 problèmes. Il y a un problème de lactose. Alors, on explique à tout le monde ce que c'est le lactose. Alors, le lactose, c'est le sucre du lait. Et il y a un problème avec les protéines. La protéine du lait, c'est la caséine. Voilà, il y a 2 problèmes. Donc, avec le lactose, le problème, c'est que les gens... les bébés, quand ils naissent, ils ont la petite enzyme qui va dégrader le lactose, qui est formé de 2 sucres, en fait. La lactase. Voilà, la lactase. Ils ont l'enzyme lactase, la lactase qui est dans leur intestin et qui va couper donc la molécule de lactose en 2 petites molécules qui vont être vite bien absorbées. Et que, à peu près au moment du sevrage, l'enfant va perdre cette lactase. Et ça, c'est physiologique, c'est normal. À 24 mois, donc. Voilà, entre 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, il commence petit à petit à perdre sa lactase. Et donc, le lactose va être beaucoup moins toléré. Alors, il va être souvent, cette perte, elle n'est pas tout le temps, elle n'est pas totale. Et donc, il va pouvoir tolérer une petite partie. Mais s'il se met à boire beaucoup de lait en grosse quantité, il peut effectivement mal le supporter. Voilà. Donc, en fait, il va falloir s'adapter parce que chaque individu va être différent. Certaines vont perdre davantage de cette enzyme, d'autres moins. Et donc, il faudra s'adapter à chacun. Et puis après, à côté de ça, il y a l'histoire de la caséine. Et la caséine, c'est la protéine de lait. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'elle était différente, de nature différente, chez les chèvres et chez les brebis que chez la vache européenne. Et donc, le problème, c'est que chez la vache européenne, on a en plus de la caséine A2 qu'on retrouve chez les chèvres et les brebis, on a une caséine de type A1. En plus, et donc qui va être mal supportée parce qu'en fait, à partir de ça, on va fabriquer une molécule qui va effectivement pouvoir dérégler un petit peu le transit intestinal et puis donner divers troubles. Et donc, il va être moins bien supporté. Donc, il y a 2 types d'intolérance, l'intolérance au lactose et l'intolérance à la caséine. Voilà. Donc, il va falloir s'en méfier. Et voilà, et toujours pareil, s'adapter à chaque individu, à chaque situation. Donc, on n'est pas pareil. Chacun est différent et donc il va falloir, certains ne pourront pas le supporter, d'autres pourront très bien supporter, ils vont boire du lait toute leur vie. Donc je pense qu'il faut vraiment s'adapter à chacun. Et les œufs ?
Et les œufs, on dit, dans le régime méditerranéen, on dit avec modération, parce qu'il y a des études pour et des études contre, comme d'habitude. En médecine, on a beaucoup d'études contradictoires. Quand vous avez des études qui se contredisent... Voilà, on dit modéré. Ouais. Restons modérés. Et le secret, c'est de varier. En fait, si on varie l'alimentation, on reste modéré un peu dans tout, et donc ça, c'est pas mal, finalement. Et plutôt le matin, vous dites, pour les œufs? Alors, plutôt le matin, parce que c'est riche en cholestérol, et que c'est le matin qu'on a besoin de cholestérol pour fabriquer ses hormones sexuelles, et puis pour fabriquer sa vitamine D, par exemple. Donc, c'est le matin, c'est le moment propice pour manger ses œufs. Quels sont les aliments amis, par exemple? Alors, les aliments amis du microbiote? Non, du régime méditerranéen. vous ramenez tout au microbiote. Ah vous savez bien qu'il joue un rôle là-dedans important, mais vous... Moi, je trouve que par exemple sur les fruits, c'est beaucoup des fruits d'été. Vous voyez, par exemple. Alors, il y a les fruits aussi, d'autres saisons. Il y a la poire, il y a la pomme, il y a d'autres saisons aussi. Alors, effectivement, on abonde plus en fruits l'été que l'hiver, hein, effectivement. Mais bon, encore une fois, il faut s'adapter en fonction... On s'adaptera en fonction de la saison. Il faut s'adapter en fonction Voilà, c'est sûr que c'est un peu dommage, par exemple, d'aller manger des tomates en plein mois de décembre. De toute façon, elles n'ont pas vraiment un goût extraordinaire. Et puis, bon, elles ont perdu de leur qualité nutritionnelle. Hein. Voilà, c'est pas pareil. Quand on veut manger méditerranéen, on commence par quoi? Alors, on va augmenter sa consommation de végétaux, mais on va y aller progressivement. Pourquoi? Parce qu'on va apporter une grande quantité de fibres. Et cette grande quantité de fibres, elle va arriver dans le côlon et elle va profiter à nos bactéries intestinales. Mais si on n'en consomme pas régulièrement d'habitude, on va les submerger et elles ne vont pas être habituées. Donc il faut les adapter progressivement à ce nouveau mode alimentaire. Donc il faut y aller doucement pour ne pas avoir les inconforts digestifs, ballonnements, mal au ventre, etc. Donc on va doucement et on augmente sa consommation de végétaux. Et le deuxième corollaire, c'est d'augmenter la consommation d'huile d'olive. Voilà. Bien. Jusqu'à arriver à 80% de consommation de végétaux, c'est ça? Voilà, progressivement. C'est progressivement, il faut arriver à ce que 80% de végétaux soient présents dans l'alimentation. Alors pour ça, il faut effectivement travailler avec les belles associations, par exemple céréales légumineuses, comme on disait tout à l'heure, pois chiches, couscous, ou riz, lentilles, etc., pour avoir l'équivalent en protéines, des protéines animales, l'équivalent. Bon, il y a les belles associations. Voilà, il y a les associations dans votre livre. Si vous voulez bénéficier d'un maximum d'antioxydants, eh bien mangez des pousses de brocoli et de radis. Eh oui. Les brassicacées sont très très riches en antioxydants. Ils sont des antioxydants très puissants. Et c'est très intéressant de les manger crus pour bénéficier au maximum de ces antioxydants très protecteurs pour la santé et la prévention cancer aussi. Martine, je voulais parler d'un livre qui est sorti à un moment, d'abord à la collection Terre Vivante, s'appelle le guide Terre Vivante de la santé du ventre, voyage au cœur du microbiote, 40 troubles digestifs à la loupe. Tiens, je vous le passe, comme ça vous allez pouvoir le montrer à la caméra. Donc là, c'est au cœur de votre activité et c'est pathologie par pathologie, Martine. Exactement. Alors, tout au début du livre, effectivement, j'explique un peu tout le fonctionnement du tube digestif. Et donc c'est illustré, il y a des jolis... C'est très bien illustré, on se demande d'ailleurs qui a fait les illustrations. Alors les illustrations ont été réalisées par ma fille, donc ce sont toutes des aquarelles, hein, donc qui ont se sont fait, voilà, c'est des aquarelles qu'elle a eu la gentillesse de me faire, et donc c'est vraiment très joli, effectivement, j'en suis très fière. Et donc, il y a des belles illustrations, puis surtout une belle explication de tout le fonctionnement du tube digestif. Et surtout, à chaque fois, c'est très pratique. C'est-à-dire, ça fonctionne comme ça parce qu'on peut en tirer des conséquences pratiques pour pouvoir justement modifier et ne pas avoir de problème de santé. Et puis après, je parle aussi, bien sûr, un petit peu du microbiote intestinal parce que... Un petit peu. Vous en parlez juste un petit peu. Mais vous êtes une des pionnières, en fait. Vous êtes une des pionnières qui a parlé du microbiote avant que ce soit à la mode. Il joue un rôle tellement important qu'on ne peut pas le négliger. Et puis après, j'explique un peu que toutes les pathologies, elles proviennent en grande partie de la santé du microbiote et donc du ventre. Et puis j'explique la santé, l'alimentation santé du ventre, et puis quelques petites recettes, bien sûr, pour agrémenter. Et puis après, chaque pathologie, comme vous disiez tout à l'heure, classée par ordre alphabétique, 40 pathologies et symptômes, avec toute l'approche physiopathologique, l'approche
phytothérapique, l'approche nutritionnelle, etc. Et puis des petites fiches pratiques. Voilà par exemple. Bien, voilà. vous me rendez mon livre. Rendez-moi mon livre. Pour vous, c'est pour moi. offert. C'est mon livre. Je vous ai dit, on dirait un livre de Toubib en fait. C'est un livre mais de référence en fait. C'est un livre de référence. C'est un livre complet qu'on a à la maison et qu'on va compulser quand on a un petit souci. C'est le Vidal du microbiote. Je vais dire ça comme ça. Il y a un sujet en ce moment qui s'impose, mais vraiment énormément, c'est celui de l'inflammation. Et tout le monde parle de l'inflammation. Alors vous aussi, vous avez été une des premières à en parler avec le reflux. Et là maintenant, tout le monde est sur l'inflammation. Oui. Alors le problème, c'est qu'en fait, il faut partir de la base. C'est-à-dire que tout se passe sous l'influence des facteurs de l'environnement, dans lequel j'englobe les problèmes alimentaires et le stress. Tous ces facteurs d'environnement vont modifier le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal qui va devenir beaucoup moins protecteur. Il va moins protéger... C'est pas l'alimentation qui va le modifier ? Oui, mais dans lequel j'ai inclus... Oui, il est inclus dans les facteurs environnementaux, l'alimentation. Voilà, l'alimentation est inclus. Et donc, sous l'influence de tous ces facteurs, le microbiote va se déséquilibrer. Il va devenir moins protecteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres microbes moins intéressants qui vont prendre le relais. Tout simplement parce que ceux-là digèrent davantage les protéines animales, les produits animaux, etc. Les autres produits qui ne sont pas ces produits végétaux. Et donc, comme le microbiote se déséquilibre, il ne va pas protéger la barrière intestinale. La barrière intestinale va devenir perméable et va laisser passer des molécules bactériennes et des molécules alimentaires qui vont stimuler le système immunitaire anormalement et déclencher une inflammation. Et voilà l'inflammation chronique qui va s'installer. C'est le début. Quand la barrière intestinale devient poreuse. Exactement. Et donc cette inflammation, on va la retrouver effectivement dans toutes les maladies chroniques, quelles qu'elles soient, que ce soit digestive, extra-digestive. C'est pour ça que c'est passionnant. Et cette inflammation, c'est ça qu'il faut comprendre, elle se soigne avec l'alimentation. D'abord avec l'alimentation. Exactement. Donc c'est par exemple ce qu'on va retrouver dans les problèmes d'obésité. Dès qu'il y a une obésité abdominale, vous avez la même problématique que je vous ai décrite avec cette inflammation. Et en modifiant l'alimentation, on va réguler et diminuer cette inflammation en modifiant l'alimentation et le mode de vie. Docteur Martine Cottina. Alors je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, que vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et que vous publiez Je soigne presque tout avec le régime méditerranéen chez Thierry Soucard. C'était un plaisir que de vous revoir. Vous revenez quand vous voulez. Martine, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.